J'aimerais signaler d'abord que ce que nous appelons emploi et ce que nous appelons travail sont des notions fourre-tout. Même la notion de travail, que l'on étend aujourd'hui au travail ménager, au travail de la mère au foyer, etc., sont des inventions du capitalisme industriel. Avant le capitalisme industriel, la notion de travail comme concept n'existait pas. Il y avait, même dans le vocabulaire, on distinguait la peine, la corvée, le labeur, le travail, la besogne, l'occupation, l'activité et l'œuvre. On vaquait à ces occupations, on se consacrait à une activité, surtout lorsqu'elle était professionnelle ou vocationnelle, et le travail, tout comme le labeur, désignait exclusivement la peine des serfs, des journaliers, des manœuvres et des hommes de peine. Le travail était toujours un travail matériel, pénible, dans lequel l'homme s'affrontait à la matière, à la nature. Or, ces distinctions, qui ont leur importance, tendent à disparaître de nos jours, et l'indifférenciation de la notion de travail telle que nous l'employons nous joue de très mauvais tours. Nous avons pris l'habitude d'appeler travail tout et n'importe quoi. L'activité de la mère au foyer, comme j'ai déjà dit, aussi bien que le travail de la prostituée, l'activité du compositeur de musique, on parle du travail de l'écrivain, l'activité du peintre, du philosophe, tout cela est mis sur le même plan que le travail de l'ouvrier, lequel ne se distingue plus dans notre vocabulaire du travail, c'est-à-dire de l'activité du missionnaire. Or, il y a là des contresens manifestes et périlleux, car le travail au sens économique, qui est l'occupation dominante d'environ 90% des personnes actives, le travail au sens économique est quelque chose de spécifique, qui ne peut pas s'étendre indéfiniment à n'importe quoi. Il a pour caractéristique essentielle d'être une activité rémunérée, qu'on accomplit pour gagner sa vie, et dans laquelle ce qu'on gagne compte davantage que ce qu'on fait. Je ne dis pas que ce qu'on fait ne compte pas du tout dans les emplois rémunérés. Je dis qu'il y a une différence fondamentale entre ce qu'on fait par conviction, par vocation, par nécessité intérieure ou par goût, et ce qu'on fait pour gagner sa vie. Et qu'il y a une différence fondamentale entre l'activité du militant, de l'artiste, et le travail de l'employé, de l'ouvrier, du fonctionnaire, qui, le plus souvent, ne savent même pas ce qu'ils font au juste. Leur travail est plus une fonction qu'une action. Et c'est pourquoi ils disent « j'ai un travail » et non pas « je fais un travail ». Bref, le travail, tel qu'il a été inventé, car c'est une invention, par le capitalisme industriel, ce travail est, pour l'immense majorité des actifs, une activité accomplie à la demande et pour le compte d'un tiers, dans les conditions et les lieux fixés par ce tiers, en échange d'une rémunération offerte par ce tiers. Ce travail est donc une marchandise. Et ce travail marchandise, accompli en vue de son paiement, est fondamentalement différent de tout ce que nous faisons pour nous-mêmes et par nous-mêmes, même lorsque c'est pénible, pour notre autoconsommation directe ou notre confort privé dans la sphère familiale ou communautaire. Comme par exemple, entretenir notre logement, nous entretenir nous-mêmes, c'est-à-dire nous laver, nous maintenir en bonne santé, préparer nos aliments et les manger, faire des enfants et les laver, les élever, leur apprendre à parler, à marcher, à aimer, etc. Tout cela n'est pas du travail au même sens que le travail marchandise, le travail rémunéré, le travail fait pour gagner sa vie, et le travail fait pour servir un tiers. Or, l'industrialisation a eu pour but et pour effet de réduire continuellement la sphère de cette autoproduction, de cette auto-activité, de cette prise en charge directe de chaque ménage par son travail pour soi. Plus personne ne file son chanvre et sa laine, ne tisse son drap, ne coud ses vêtements, plus personne ne cuit son pain, ne construit sa maison, etc., etc. Car toutes ces choses que la majorité des gens faisaient encore par et pour eux-mêmes au siècle dernier, toutes ces choses sont faites plus vite et le plus souvent mieux par des industries et des services industrialisés employant des travailleurs salariés. Il y a eu spécialisation et rationalisation du travail
Et cette spécialisation, cette rationalisation a pour conséquence et pour sens que nous produisons beaucoup plus vite et souvent mieux avec de moins en moins de travail et que chacun, avec son salaire, peut acheter beaucoup plus de biens et de services qu'il ne serait capable d'en produire par et pour lui-même en un même nombre d'heures. Autrement dit, l'industrialisation nous a fait gagner du temps, elle a économisé du temps et du travail et elle continue d'en économiser. Il y a 100 ans à peu près, la durée annuelle de travail d'un travail à plein temps était de 4500 heures. Elle est aujourd'hui de 1300 à 1600 heures pour un plein temps, avec une production décuplée, au moins décuplée. Et elle continue de baisser. C'est-à-dire à 5 ans d'échéance, elle baisse à raison de 50% dans les industries automobiles, textiles et autres, et de 25% bancaires aussi, dans les services bancaires, 50% dans les 5 ans, et elle baisse de 25% dans la plupart des administrations publiques. Maintenant, l'ennui et le drame, et la source de nos problèmes, c'est que la société capitaliste ne sait pas répartir les surcroîts de richesses produites, et surtout qu'elle ne sait pas répartir ni tirer parti des économies de temps de travail qu'elle réalise. Au lieu d'accueillir ces économies comme une libération, comme un affranchissement vis-à-vis des nécessités et des contraintes de la production économique, au lieu de faire en sorte que tout le monde puisse travailler, mais travailler de moins en moins et de mieux en mieux, tout en touchant sa part des richesses socialement produites, nous considérons la diminution du volume annuel de travail comme une malédiction, une calamité, et nous cherchons vainement comment faire pour que tout le monde puisse travailler autant que par devant, comment faire pour que ces économies de travail soient annulées, résorbées par la création de nouveaux emplois. Et c'est cette recherche vaine, c'est là que je voulais en venir, qui nous conduit à vouloir transformer en emplois rémunérés, homologués, des activités pour lesquelles la professionnalisation et la monétarisation n'apportent aucun gain qualitatif ni aucun gain de temps. Au contraire, dans le seul et unique souci de créer de l'emploi, nous sommes en train de transférer à des professionnels rémunérés des activités qui seront toujours le mieux faites si chacun de nous les assume pour lui-même, pour son propre compte, des activités qui ne conservent tout leur sens que si elles ne sont pas accomplies en vue d'un paiement. Constamment, le service le plus souvent nommé pour vous qui doit être professionnalisé, c'est celui de la garde des enfants. À quoi je réponds? Si nous avons besoin de faire garder nos enfants par des services professionnels, premièrement, c'est que nous manquons de temps. Si nous réduisions la durée du temps de travail telle qu'elle peut être réduite, surtout à échéance, dans les 10, 15, 20 ans qui viennent, les services de garde d'enfants seraient en complément à la prise en charge coopérative, de voisinage ou individuelle des enfants qu'il s'agit de garder. Et avec la garde d'enfants, on sous-traite une tâche que l'on n'a pas le temps aujourd'hui d'assumer soi-même, on la sous-traite en la faisant exécuter par un autre qui, en quelque sorte, vous fournit le temps qui vous manque, sans qu'il y ait gain de temps. Je crois que nous allons revenir là-dessus parce que c'est l'exemple de ce qu'on appelle la substitution équivalente, d'une activité contre-productive, où celui qui fait garder ses enfants, qui fait faire son ménage par une tierce personne, lui achète du temps, sans qu'il y ait gain de productivité ni gain de qualité. Il n'est pas vrai que votre ménage fait par une femme de ménage est fait plus vite que vous le feriez vous-même. Le plus souvent, il est fait plus lentement. Et je le sais d'expérience, parce que je le fais moi-même et parfois je le fais faire. Bon. D'autre part, s'il y a égalité sociale entre la femme de ménage, c'est-à-dire la personne de service, et vous-même, surtout égalité de revenus, pour acheter 2 heures de femme de ménage, il vous faut travailler 2 heures. Il faut gagner de quoi payer ces 2 heures. Alors, ou bien vous gagnez la même chose que votre femme de ménage, et vous ne pouvez pas payer les charges sociales. Ou alors pour payer ces charges sociales, c'est-à-dire pour lui donner un travail homologué, socialement reconnu, il vous faut gagner 60% de plus qu'elle. Alors, comment voulons-nous au mieux organiser le maintien chez eux, dans un contexte social, dans un réseau de relations sociales, des personnes
qui ne travaillent plus de façon professionnelle et rémunérée. C'est toute la question. Si vous répondez avant tout, pour créer de l'emploi, nous allons professionnaliser leur prise en charge à domicile, je dis, ça n'est peut-être pas la meilleure solution. Car la meilleure solution, telle qu'elle est expérimentée en Scandinavie et à Berlin-Ouest, c'est de faire prendre en charge les personnes âgées non valides par les personnes âgées valides, qui, elles, ne demandent pas mieux que de trouver une activité d'aide, de soins, de se rendre socialement et individuellement utile en prenant en charge des tiers. C'est bien sûr une activité bénévole, non rémunérée, mais mutualisée à l'échelle nationale. Car la proposition du sénateur des affaires sociales de Berlin tend à dire toute personne âgée valide prenant en charge à titre bénévole pendant X heures une personne âgée non valide acquiert de ce fait un crédit qui lui donne droit, lorsqu'elle sera non valide elle-même, à un service équivalent. Donc vous avez une mutualisation non monétaire de la prise en charge qui a l'avantage que les personnes qui prennent en charge d'autres ne sont pas des professionnels, que leur activité n'est pas monétarisée et qu'elle échappe au vice profond de la monétarisation, c'est que dès qu'il y a paiement, il y a tendance à vouloir mesurer un rendement. Dès que vous êtes payé pour votre travail, celui qui vous paye voudra obtenir le maximum pour ce qu'il paye. Et vous avez cela dans les hôpitaux, vous l'avez dans l'enseignement, où bien qu'il n'y ait pas une mesure formelle du rendement, il y a une tendance toujours à vouloir accroître le rendement des personnels en place en les mettant sous pression, en économisant sur leurs effectifs et sur leurs salaires. C'est ça le problème. Ce qui détruit le sens profond et de l'activité éducative et de l'activité de soins ou de prise en charge d'autrui.